Mesdames, Messieurs, cette première communication est intitulée Du passé colonial au futur panafricain, les enjeux et les modalités des compensations justes et durables. Par notre doyen ici présent, M. Daouda Nama Tekete, je ne cesserai de le rappeler, 25 ans de présentation de débats à l'ORTM, 25 ans pendant lesquels il a présenté plus de 500 débats télévisés. Autant d'années passées au ministère de l'Éducation où il a vu se succéder 8 ministres de l'Éducation qui l'ont tous accepté, qui l'ont tous maintenu au poste de chargé de communication du ministère, du département, pour vous dire combien notre doyen il est dense et auteur à succès, auteur d'une vingtaine d'œuvres, dont Modibo Keïta, portrait inédit du président, ou alors ces grandes figures noires oubliées volontairement par l'histoire universelle. Mesdames, Messieurs, sous vos ovations, Daouda Nama Tekete pour sa communication. Merci beaucoup. Je vois dans la salle ici qu'il y a beaucoup de très jeunes, de visages très jeunes, essentiellement c'est des jeunes. Alors quand on parle de crime qui nous tient jusqu'à aujourd'hui encore, je vais seulement remonter pas loin dans le cours de l'histoire, dans un premier temps, pour leur dire que ce crime, ceux qui l'ont commis, sont encore parmi nous et continuent à commettre des crimes, souvent même pires que ceux qu'ils ont commis dans le passé. Qu'est-ce que je vais dire par rapport à cela? Je prends quelques dates très récentes pour montrer comment encore ce crime est en train d'être perpétué contre nos intérêts parce que tout simplement, nous avons voulu être souverains. Puisqu'on parle de l'Afrique, je vais le situer dans le contexte de l'Afrique. Je rappelle qu'en 1980, à Lagos, les pays africains ont adopté une politique d'industrialisation du continent africain. Ça, c'était en 1980. Et parce qu'ils l'ont adopté et l'ont dit officiellement, les Européens ont réagi que l'Afrique est en train de porter un coup fatal aux intérêts européens et qu'il faut mettre fin à cela. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait dire en 1987 au chancelier Helmut Kohl de l'Allemagne à l'époque qu'ils ont longtemps sous-estimé la poussée des pays asiatiques à vouloir s'industrialiser. Mais qu'aujourd'hui, ils sont en train d'en faire les frais, eux, Européens. Mais qu'au regard des leçons tirées de cela, ils feront tout pour que l'Afrique jamais ne s'industrialise. Helmut Kohl l'a dit. Les citations sont là, hein, on peut le vérifier. Donc, vous voyez déjà comment ils ont continué à mener la guerre contre nous en termes de crimes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite après 1980? En 2003, au niveau de notre sous-région ouest africaine, la CEDEAO, on a décidé de mener une réflexion pour créer notre monnaie commune au niveau de la sous-région. Alors, quand on l'a dit, pour mener cette réflexion, on a fait appel à des experts pour essayer de réfléchir à fond sur cette discussion-là, sur cette problématique. Et ces experts, en 2005, je dis bien c'était en 2003 que la réflexion a été lancée. En 2005, ces experts étaient venus à Lagos. Ils ont pris un avion pour aller à Abuja afin de pouvoir mener la réflexion. Cet avion a fait un crash. Oui, ou fera. Et c'est dans cet accident qu'il y avait un des généraux maliens du nom de Cheikh Diarra qui était au niveau de la CEDEAO. Vous voyez comment ils sont en train d'agir, de commettre des crimes. Ça, c'est tout récent. Donc, j'avance un peu dans l'histoire. En 2009, au sommet de l'EIA, il a été décidé de relancer la politique d'industrialisation du continent qui avait été déclarée en 1980. Alors, quand ils l'ont fait en 2009, et c'est cette même année que Kadhafi a lancé l'idée d'une monnaie africaine commune. Et en 2011, au Yafa. Vous voyez comment les crimes sont en train d'être perpétués jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors, et maintenant en 2019, on a relancé l'idée de créer cette monnaie commune au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Akuma Befola Bia. Euro là-bas, bon, Eko là-bas, petit patata. Tout ça, c'est des crimes qui sont en train d'être perpétués jusqu'au moment précis où je vous parle contre nous. Vous voyez comment les choses se passent. Maintenant, je vais remonter, enfin aller un peu dans le cours de l'histoire. On parle de crimes
Alors, j'ai l'impression qu'en parlant de cela, on voit seulement nos rapports avec l'Occident. Mais avant que l'Occident ne vienne vers nous de façon agressive, à partir de la conférence de Berlin de novembre 1884 à janvier 1885, il y a eu les traites négrières. Et la première traite négrière la plus dure contre les Africains, ça a été fait par les Arabes. Hein. Il ne faut pas qu'on se cache la vérité. 1400 ans d'esclavage, de traite négrière par les Arabes en Afrique. Des millions d'Africains qui ont été déportés. Et parmi ceux qui ont été déportés, la plupart d'entre eux, on les a castrés pour qu'ils ne puissent pas faire d'enfants en terre arabe. C'est pourquoi dans la plupart des pays arabes, tu verras rarement des hommes noirs. Ou Kobo. 1400 ans. Ensuite, la traite négrière atlantique, transatlantique, a fait 500 ans. 5 siècles. Et pendant cette traite, ce sont les bras les plus valides du continent qui ont été déportés, qui ont été amenés. Loin de leur patrie. Il est arrivé souvent quand j'ai été à Gorée. Ce jour-là, j'ai fondu en larmes. On m'a montré des documents que j'ai lus. Lorsqu'on amenait les esclaves, des familles entières, on envoyait le père à Cuba, la mère au Brésil, les enfants à Haïti. Voilà ce que nous avons vécu comme crime. Et pire que tout ça, le fondement de ces crimes-là contre nous, c'était d'abord et surtout spirituel. Où il y a un hakli chien, qu'un hakli chien, haribi ambo o jonya duru de kono. Parce que où il y a un hakli mina ka yelema, ka kou yela hakli ouma de gonfanade, ils l'ont pas caché, ils l'ont dit. Et je renvoie à cet effet à la déclaration le 2 février 1835 de Lord Macaulay devant les parlements, ses camarades, le Parlement britannique, après avoir sillonné l'Afrique. Il est venu, il a dit, devant ses parlementaires, précisément le 2 février 1835, à Londres, qu'il a visité l'Afrique. Il n'a pas vu de prison, il n'a pas vu de mendiants, il n'a pas vu de sans-abri, il n'a pas vu d'orphelins. Il a vu des hommes de haute valeur morale, fiers de leur être. Et que pour dominer ces hommes-là, il faut leur donner l'impression que ce qu'on leur amène de l'extérieur vaut mieux que ce qu'ils ont chez eux. L'école est passée par là. Et leurs religions aussi sont passées par là. Ils ne l'ont pas caché. Et d'ailleurs, en 2001, c'est ce que Jacques Chirac a eu à dire. Entre autres, il a dit, au nom de la religion, on a détruit leur culture. Ça se passe de tout commentaire. Et quand tu détruis la culture de quelqu'un, tu la détruis. Et c'est pourquoi notre essentialité anthropologique a été bafouée. Je ne dirais même pas bafouée, mais tuée en nous. C'est pourquoi jusqu'au jour d'aujourd'hui, si vous me permettez, c'est pourquoi aujourd'hui, quand tu prends la plupart des Africains, celui qui n'a pas un nom arabe, il a un nom européen. Tout ça, c'est quoi? Mais les noms que nos ancêtres nous ont donnés, ces noms sont là. Mais ce travail, ils l'ont fait pendant des siècles. Donc, depuis les traites négrières, chez les Arabes d'abord, ensuite les Européens, 14e siècle, jusqu'au 17e, 18e siècle, 19e siècle, ces traites-là ont prévalu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus par la force des armes nous imposer leur façon de faire. Travestir nos structures politiques, économiques, sociales, culturelles, pour les inféoder dans le système capitaliste mondial. Et voilà ce que ça nous coûte aujourd'hui. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, au moment où je vous parle, malheureusement, tous les pays africains qui ont connu la colonisation sont en train de se gérer, même sur le plan de la gouvernance, avec la langue de l'ancien colonisateur. L'école aussi, la même chose. Et on frappe les enfants parce qu'ils n'arrivent pas à dire en français ce qu'on veut leur faire dire. Et nous organisons des examens pour dire l'enfant qui n'a pas bien traité en français, il n'a pas dit les choses, il échoue. Chez nous, il n'y avait pas ça. Notre école ne connaissait pas des gens mis à l'écart. Tous les enfants, tous les enfants de la même génération d'âge étaient pris en compte, éduqués, chacun en fonction de ce qu'il peut faire dans la vie sociale pour apporter sa contribution au développement politique, économique, social et culturel de sa société. C'est pourquoi on n'a jamais eu de chômeurs. Dans aucune langue africaine, il y a le terme de chômeur. C'est les Européens qui ont amené ça chez nous et nous continuons à perpétuer ce système-là. Un système extraverti. Tu prends dans tous les domaines, politiques, économiques, sociaux et culturels, nos systèmes sont extravertis. Beaucoup plus orientés vers l'extérieur
mais pas vers nous-mêmes. Et voilà aujourd'hui ce que ça nous coûte. Je salue très bien le fait que l'organisation panafricaine a dit de faire de l'année 2025 l'année, n'est-ce pas, de la lutte pour la réparation des crimes que nous ont été causés. Mais encore faudrait-il que nous-mêmes nous sachions quels sont ces crimes-là. D'abord et surtout, est-ce que nous le savons? Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les analyses que j'ai faites durant ma formation au Mali ici, en France et en Union soviétique, et les observations que j'ai faites m'amènent à dire que aussi longtemps que les jeunes ne seront pas éveillés, un but de la connaissance de leur histoire à partir de leurs propres yeux, de nos propres yeux, cet éveil de conscience qui va nous manquer ne nous permettra jamais d'arriver à ce qu'on répare les crimes qui ont été commis contre nous. Ça, c'est clair. Regardez, au niveau même de l'organisation panafricaine, pour pouvoir créer cette organisation-là, Dieu sait jusqu'ici pourquoi les choses n'ont pas marché. Chacun veut, au nom d'intérêts qu'il défend parce qu'il a la bénédiction des puissances étrangères, empêche ceux qui veulent que la souveraineté soit pleinement africaine, il les empêche d'aller dans ce sens. C'est pourquoi ça ne marche pas. Regardez l'OUIA depuis qu'elle a été créée en 1963. Résultat, qu'est-ce que ça a donné? Des réunions, des chefs, des sommets. Mais est-ce que ça a diminué la dépendance des pays africains vis-à-vis des anciennes puissances colonisatrices? Et c'est ce qui a fait dire, en 1987, à l'ancien vice-président de la Zambie, que si nous ne faisons pas, nous pays africains, si nous ne faisons pas attention, nous ne gérons pas bien nos indépendances, nos anciens colonisateurs nous reviendront sous forme d'investisseurs. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. C'est ce qu'on vit. Et c'est pourquoi, pour ne pas trop monopoliser la parole, peut-être à travers les questions, je pourrais donner certains détails, je dirais, le plus grand défi des Africains aujourd'hui, c'est d'apprendre à se connaître, à s'aimer, à se respecter, à se connecter avec leurs ancêtres méritants, à réaliser ce que les autres le pensent incapables de faire, à savoir s'affirmer et valoriser leur patrimoine authentique. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, je vous prie d'applaudir très chaleureusement le doyen Daouda Nama Teguete pour cette brillante communication. Nous allons donc partir maintenant au Sénégal via la magie de la technologie. Nous allons voir et retrouver un doyen également. Il s'agit du docteur Djaoudine Amadou Bakaou Djaou qui nous a accordé une interview téléphonique pour vous, mesdames, messieurs, et sur ce sujet. Merci. Docteur Djaou, 2025 est décrété année des réparations des crimes commis durant la colonisation par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Pour parler de ces réparations, docteur, parlons d'abord des préjudices. Quels sont-ils ces préjudices selon vous? Mais tout d'abord, il y a eu des guerres de conquête coloniale. Les Européens, ils ont utilisé des armes barrières comme la mitrailleuse et les canons. Donc il y a eu véritablement une conquête coloniale. Et qui dit conquête coloniale, c'est-à-dire que vous trouvez des gens dans leur pays, vous prenez de force le territoire. Ça, c'est un traumatisme. Donc ça a été une guerre de conquête, en même temps de massacre. Et même à la limite de génocide. Si vous allez en Namibie, c'est là où il y a eu le premier génocide au niveau du XXe siècle. Mais au-delà même de la guerre de conquête, avec des massacres, des tueries, des familles et des déplacements de population, il y a eu surtout la perte de l'initiative historique des peuples africains. Parce que nous, on avait nos structures sociales de nos sociétés qui ont été complètement désorganisées. Vous savez, en Afrique de l'Ouest, il y avait l'Empire du Mali, il y avait l'Empire du Ghana, il y avait l'Empire Songhai. Donc, on avait des structures sociales. Les Européens sont venus, ils ont tout cassé. Alors, c'est ça qui a complètement désorienté nos peuples. Et en même temps aussi, on avait des modèles de gouvernance comme les chartes de Mandé. Il y avait d'autres modèles de gouvernance qu'on avait nous-mêmes. Mais on a tout enlevé. Ainsi, on a complètement perdu l'initiative historique. Et en même temps aussi, ils nous ont pris nos terres, nos ressources naturelles. Donc, ils nous ont imposé des cultures d'exportation. Ils ont complètement fait de telle sorte qu'on n'ait plus une autosuffisance alimentaire. Ils ont imposé la consommation de riz.
par contre, nous, on avait une autosuffisance alimentaire, on avait nos médicaments et tout. Donc, ils ont complètement désorienté notre économie. En même temps aussi, il y avait une véritable exploitation humaine. Vous ne pouvez pas imaginer le coût social, le coût humain de la construction de Dakar-Niger, c'est-à-dire que Dakar-Bamako. C'était le travail forcé. Et les gens mouraient comme des mousses tout au long du chemin de fer. Et en même temps aussi, il y avait la violence. Quand les gens n'avaient pas une règle de caoutchouc au Congo, les Belges leur coupaient le bras. C'est une horreur. Alors donc, tout ce qui a été crime de l'humanité, les gens l'ont fait. Et ce moment aussi, il y a surtout la destruction culturelle. L'aliénation. Ils ont tout fait pour prendre nos langues, les déclarer des langues vernaculaires. Ils ont imposé leur langue, leur culture. Et tout ceci, c'était pour abattardir nos langues, abattardir notre culture. Donc tout ceci a fait de telle sorte, ça a été une véritable invasion. Et surtout, il y avait une idéologie coloniale qu'on a mettait chez nous. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'histoire, comme Hegel l'a dit. Donc nous sommes des peuples ahistoriques, donc des peuples civilisés. Et pendant toute une génération, les gens ont tout fait pour donner des complexes à l'élite africaine. Et ensuite, avant de partir, ils ont créé des frontières artificielles. C'est-à-dire que vous vous imaginez entre le Mali et la Côte d'Ivoire, au nord, le nord de Côte d'Ivoire et le sud Mali, l'est malien et l'ouest sénégalais, l'est malien et la Guinée, l'ouest malien et la Guinée. Vous savez pas, ce sont des frontières carrément artificielles qui divisent par exemple le peuple mandingue. Alors donc tout ceci montre que les Européens, ils ont laissé des bombes, ils ont pris leur équerre pour créer de faux États, des États qui ne sont pas viables. Et ça, ils l'ont fait pour pouvoir à l'heure actuelle nous mettre dans des positions complexes. Et c'est ça qui nous poursuit jusqu'à présent. Et en même temps aussi, ils ont créé des systèmes éducatifs biaisés. Des systèmes éducatifs biaisés qui ne forment pas une formation professionnelle, qui nous permettaient de parler français et consorts, mais on n'a eu aucune formation intellectuelle, professionnelle, et il n'y avait pas de transfert de technologie. Alors vous imaginez tout ce qu'ils ont fait, et ça ils l'ont fait, et ça a complètement déstructuré les sociétés africaines, en plus de l'époque de la traite des négrières. Alors pour certains, nous avons encore l'esprit, voire l'âme de coloniser. Est-ce à tort ou à raison selon vous? Mais c'est très simple. Des fois, il est plus facile de prendre un avion pour aller, par exemple, à Bamako, ou bien pour aller à Niamey. Il est plus facile de prendre un avion, d'aller à Paris, et ensuite venir à Bamako. Donc, Bamako, Paris est plus proche que Bamako. C'est-à-dire que les flux financiers, les flux économiques, c'est-à-dire des biens et des personnes, mais c'est toujours avec un sens vertical, du sud au nord. Mais nous, on n'a pas de relations économiques. Ils ont tout fait pour nous créer des sociétés, des États émiettés, qui n'ont pas de relations entre eux. D'accord. Aujourd'hui, le continent est en proie à tellement de difficultés, docteur, est confronté à tellement de défis que pour certains, revendiquer des réparations des crimes commis durant la colonisation est une activité impertinente et contre-productive. Qu'en pensez-vous? Mais il faut regarder, par exemple, les relations entre la Chine, la Corée, le pays de Corée avec le Japon. Parce qu'ils ont eu, à l'heure actuelle, le Japon a envahi ces pays et a eu une politique d'expansion coloniale extrêmement violente. Et jusqu'à présent, il y a un contentieux entre ces deux pays en termes de réparation. Israël, la puissance d'Israël, c'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, mais l'Allemagne et beaucoup de pays européens, ils ont beaucoup remboursé pour permettre à Israël de survivre. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Europe, pour à l'heure actuelle que l'Europe puisse à l'heure actuelle redémarrer. Mais les Américains, ils ont créé un plan Marshall. Mais nous, nulle part, nul continent n'a été aussi bien martyrisé, exploité, pillé que l'Afrique. Et a été pillé par qui? Non pas par l'Asie, non pas par l'Australie, mais par l'Europe. Alors donc, eux, ils nous doivent de l'argent. Et tout le monde est d'accord que la révolution industrielle de l'Europe a été le fruit de l'accumulation primitive du capital que les Européens ont réussi à faire à travers la traite d'esclaves. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Si vous prenez 1 franc à Nantes, vous venez à Gorée avec le 1 franc, avec des marchandises, des pacotiers, vous achetez des esclaves à Gorée,
vous allez en Amérique les transporter. En Amérique, vous prenez du rhum, du coton et vous l'amenez à Nantes. De 1 franc, le 1 franc vous revient à 800 francs. Nulle part ailleurs à travers l'histoire et à travers le monde, on ne voit un commerce où tu investis 1 franc et tu as 800 francs. Ouais. C'est ça qui a permis à l'Europe sa révolution industrielle. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir prêté oreille attentive à cette interview que nous a accordée le docteur Djaoudine Amadou Bakao Diaw. Je le dirais, il est économiste et historien sénégalais, président de l'association des Wolofs. Mesdames, Messieurs, nous regagnons notre salle et nous retrouvons Monsieur Hassan Magatsey. Il est magistrat, consultant international, cofondateur de l'OIP, l'Organisation internationale panafricaine. Il va nous entretenir sur le thème suivant, vers une justice réellement réparatrice pour l'Afrique, limite de la CPI et perspective d'une cour africaine. Hassan Sey. D'accord. Donc, en j'ai écouté avec beaucoup de passion et d'intérêt l'intervention de mon aîné, pour ne pas dire de mon oncle, M. Tekete. Il y avait 1 ou 2 points sur lesquels j'aurais voulu rebondir, mais ce n'est pas vraiment l'objet de ma communication. Donc je vais aller directement à cette communication. Par rapport à la justice, il y a Amadou Ampateba qui nous dit que l'injustice, même déguisée en procédure, est une blessure profonde dans l'âme d'un peuple. On a également Kwame Nkrumah qui nous dit que la décolonisation ne peut être complète lorsque la justice est rendue à l'extérieur. Pourquoi je commence par ces 2 citations? C'est vraiment pour qu'on se mette dans le bain et qu'on comprenne ce que c'est que déjà que la CPI, ce qu'on appelle la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale a été créée par le statut de Rome le 17 juillet 1998. Et le Mali y a adhéré le 16 août 2000, donc on va dire assez rapidement. Mais ce qu'il faut savoir et qu'il y a de particulier par rapport à cette Cour pénale internationale, c'est que par exemple des pays comme les États-Unis, la Chine ou encore Israël ne voient pas leurs ressortissants pénalement responsables devant cette Cour. Parce que là encore, beaucoup de gens pensent que les États peuvent être responsables devant la CPI. La CPI ne juge que des hommes, mais qui sont souvent des dirigeants, des chefs d'État, des autorités militaires, etc. Et lorsqu'on analyse un peu plus précisément les actions de la CPI de sa création à aujourd'hui, on se rend compte que sur une trentaine d'affaires véritablement engagées, dont 17 ont été traitées, 14 concernent des dirigeants africains. Bon. Est-ce à penser que l'Afrique commet plus de crimes que les autres continents, ou qu'on a une facilité ou une propension à aller vers cela? Ou est-ce à penser qu'il s'agit d'une justice qui est parfois à géométrie variable? On peut se faire son avis, mais ce qui est évident, c'est que, par exemple, ce qui s'est passé en Irak en 2003, malgré le fait qu'on n'a toujours pas de preuves que l'Irak possède des armes, entre guillemets, de destruction massive, il n'y a pas eu de sanctions. Lorsqu'on regarde ce qui s'est passé en Libye en 2011, aujourd'hui encore, il n'y a pas de sanctions. Donc, est-ce à penser, après chacun peut se faire son avis, que cette justice est à 2 vitesses? On est tenté de dire oui, vu les traitements qui sont exigés et qui sont pratiqués sur les États concernés. On a eu l'affaire Laurent Gbagbo, Uriu Kenyatta, Bemba, pour un peu ceux qui suivent cette actualité depuis un peu plus longtemps. Et donc, au lieu de uniquement se plaindre, parce que je pense que ça, Sankara le disait et tout le monde connaît un peu cette citation, l'esclave qui n'assume pas sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. S'il compte sur la condescendance suspecte d'un maître qui est censé la franchir. Donc il faut bien évidemment faire des constats.
Il faut des réparations, il faut des compensations, parce que c'est cela la justice. Mais on ne peut pas se contenter de cela. Il faut aussi agir et il faut avancer. Et au niveau du Mali, du Burkina, du Niger, au-delà de cette dynamique panafricaine qu'est l'AES, il y a eu l'initiation de ce qu'on appelle la Cour pénale du Sahel, la Cour pénale sahélienne, qui est une très belle initiative et qui a pour vocation justement d'avoir une cour pénale au niveau de cette sous-région qui va juger de ces crimes graves-là. Mais avant cela, il faut savoir qu'au niveau de l'Union africaine, parce que M. Dissa l'a très brillamment évoqué, l'année 2025 qui est l'année des réparations, et pour que cela ne soit pas qu'un slogan, il faut savoir qu'il y a la Convention de Malabo qui avait prévu une section pénale au niveau justement des structures africaines pour pouvoir juger de ce type de crime-là. Mais cette section pénale, en réalité, je ne dirais pas qu'elle est lettre morte, mais elle existe sur les papiers, mais dans les faits, elle n'existe pas. Donc, est-ce qu'il faudra trouver un moyen pour aussi la réactiver? Je pense que oui. Mais ce que nous avons de plus proche et qui est le plus simple et dont on a d'ailleurs eu une communication par les 3 ministres de tutelle de nos 3 différents pays qui aujourd'hui forment l'AES, c'est la Cour pénale sahélienne qui peut et qui doit être une initiative crédible. Maintenant, est-ce qu'on peut se contenter également d'une juridiction sous-régionale ou est-ce qu'il faut aussi qu'il y ait un travail au niveau national et au niveau continental? Je pense qu'on peut envisager un processus à 3 niveaux. Donc un processus au niveau national, bien évidemment, avec les tribunaux de proximité, avec le travail qui est fait par pas mal de structures. Hein. On a vu la CNDH, on a la MDH, on a l'État lui-même qui, à travers des commissions vérité, justice et réconciliation qui sont mises en place, des espaces d'interpellation démocratique, même les assises et les dialogues, hein, qui ne sont pas cela directement, mais qui y contribuent, essaye aussi à son niveau de faire ainsi se faire se peut. Ensuite, il faut justement, en plus de ce qui va se passer au niveau de notre sous-région, qu'on ait la même dynamique qui se développe au niveau d'autres sous-régions. Et ensuite, il faut une sorte d'instance suprême que peut être justement la Cour pénale africaine, mais à ce moment-là, la CPA, et c'est un projet aussi qui a été initié il y a un bon moment, on ne parle pas uniquement d'une section pénale, mais qu'on parle vraiment d'une cour pénale en restant en phase avec la Convention de Malabo, mais en accentuant un peu plus les efforts dans ce sens-là. Donc ça, c'est vraiment de manière très succincte et très sommaire les différents éléments d'appréciation. Maintenant, je vais brièvement, mais vraiment très brièvement, faire une petite digression concernant les réparations et les compensations. Il faut comprendre que quand on parle de réparation et de compensation, il faut pouvoir les chiffrer. Il faut, à défaut de pouvoir les chiffrer, il faut les quantifier. Il est difficile de demander réparation et compensation lorsque on est trop dans l'approximation. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, si nous devons prendre la souffrance du continent dans son entièreté, ou de l'espace AES, ou du Mali, après il faudra voir à quelle échelle on veut commencer, on puisse le faire véritablement de manière très précise, mais peut-être aller sur un projet à tiroir, c'est-à-dire que par rapport à tel élément, par rapport à telle période, voici les données que nous avons quantifiées, voici les réparations que nous exigeons. Et les réparations ne sont pas uniquement d'ordre financier. Voici également les compensations que nous exigeons. À partir de là, nous pouvons avancer sereinement. Parce que si on ne fait que dire il faut, ça me renvoie encore une fois au Burkina Faso. C'est Joseph Kizerbo qui nous disait que le développement est endogène. On se développe, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir nous développer. Donc, prioritairement, ce n'est pas eux qui vont, par leur réparation, leur compensation,
faire de nos pays des pays riches et il ne faut pas que nous comptions sur cela. Il faut que les réparations et les compensations soient demandées justement dans ce but-là, de réparer et de compenser, mais pas de s'élever ou de se développer, parce que cela est impossible et illusoire. Donc je ne vais pas être plus long. Je remercie Robert pour l'invitation, je remercie toutes les personnes qui sont là et je vais passer la parole et attendre patiemment pour la suite. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Hassan Magatsey, je le disais, il est magistrat, consultant international, cofondateur de l'OIP, l'Organisation internationale panafricaine. Merci pour cette brillante communication. Mesdames, Messieurs, depuis le 2 juin 2025, c'est un Malien qui est élu à la tête de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, l'honorable Modibo Sakho. Nous l'avons appelé dans l'organisation de cette table ronde pour une interview et il nous l'a accordé, mesdames, messieurs. Et donc nous allons l'écouter. Il va nous parler de son mandat, des objectifs de son mandat, mais de ce que nous pouvons aussi attendre de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples si nous ne pouvons pas nous attendre à grand-chose de la CPI. Avec la permission de la technique, nous partons à Arusha pour écouter l'honorable Modibo Sakho. Vous êtes élu à la tête de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Dites-nous sous quel signe placez-vous votre mandat? Mes remerciements renouvelés à vous et à tous ceux qui nous suivent. Je suis le président et j'ai une vice-présidente. Le mandat il se résume en une phrase. Rapprocher la Cour africaine de ceux pour qui elle rend la justice, c'est-à-dire les États et les citoyens du continent. Et à cette fin, il est nécessaire de la faire connaître davantage. Je ne peux pas dire qu'elle est totalement inconnue des Africains, puisque depuis sa création, la Cour a effectué des missions de sensibilisation, elle a tenu des sessions, organisé des séminaires, mais il nous faut continuer dans la même lancée. Je dirais même il nous faut faire davantage. Plus la Cour est connue, plus elle est proche des citoyens du continent, mieux sa mission sera accomplie. Cette mission de protection juridictionnelle, effective des droits et des libertés, garantie par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, et de manière générale par les instruments de protection des droits de l'homme. Alors, quels sont les objectifs de votre mandat à court, moyen et long terme? Je pense qu'il est difficile de catégoriser les objectifs à court, moyen et long terme, parce qu'en réalité, il y a beaucoup de questions ou de défis que je peux sans exagérer qualifier d'urgence ou appeler goulot d'étranglement. Le premier défi est celui de la ratification du protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme, ou protocole de Ouagadougou, du nom de la capitale du pays des hommes intègres, où il a été adopté en 1998 par la conférence des chefs d'État de l'Organisation de l'Unité africaine devenue Union africaine. Ce protocole, pour parler en termes simples, est l'acte de naissance de la Cour. Il est important que la Cour soit officiellement reconnue par tous les États membres de l'UA, et cette reconnaissance est faite par le biais de la ratification. Aujourd'hui, nous avons 34 États du continent sur les 55 qui ont ratifié le protocole. C'est vrai que le nombre n'est pas négligeable, mais il me paraît utile de rappeler que l'efficience d'une Cour internationale comme la nôtre commence par la reconnaissance des États pour lesquels elle a été créée. Et tous les États. Le deuxième défi est celui relatif à la déclaration d'acceptation de la compétence de la Cour, qui est prévue à l'article 34.6 du protocole. En effet, selon ce texte, à tout moment de la ratification, l'État doit faire une déclaration permettant aux ONG, organisations non gouvernementales, aux personnes physiques ayant le statut d'observateur auprès de la Commission de l'Union africaine, de saisir la Cour à travers des requêtes. De fait, outre la ratification, il est important que les États permettent à ceux qui vivent sur leur territoire et pensent qu'ils sont victimes de violations des droits de l'homme de porter les affaires qui les concernent devant la Cour. Alors, est-ce que la Cour, à votre avis, pourrait un jour avoir un pouvoir coercitif pour rendre ses décisions exécutoires partout sur le continent? Alors, déjà, le Conseil exécutif de l'Union africaine est l'organe en charge de l'exécution des décisions de justice. C'est les ambassadeurs, c'est les ministres des Affaires étrangères qui ont mandat des chefs d'État. Des textes, il ressort que c'est le Conseil exécutif qui est chargé de l'exécution, de veiller à l'exécution des décisions de justice. Alors, nous faisons la distribution de la justice. L'exécution est
à leur niveau. Toutefois, nous avons un droit de regard. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il nous arrive régulièrement, ou il nous est déjà arrivé d'organiser une audience pour voir, évaluer si une décision a été effectivement exécutée ou pas. Alors, monsieur le juge, dernière question. 2025 est décrété chez vous, même année des réparations des crimes commis durant la colonisation. Et tous les regards en Afrique sont braqués sur la Cour aujourd'hui. Dites-nous en un premier temps si c'est à tort ou à raison que nous, Africains, nous ne voyons que la Cour pour nous donner satisfaction. Et dans une seconde partie, qu'entendez-vous donner comme satisfaction au peuple africain qui réclame voilà, ces réparations-là? Cette question est intéressante à un double titre. Déjà, elle permet non seulement de clarifier ce qu'est l'exercice de la compétence temporelle de la Cour, mais également d'aborder la question des réparations de manière générale. Je parle de la compétence temporelle déjà, parce que la Cour n'a cet aspect de la compétence que lorsque les faits dont elle est saisie sont postérieurs à la ratification du protocole portant création de la Cour. La ratification dont la date diffère selon les États. Il sera donc difficile pour la Cour de connaître des questions relatives aux réparations des crimes commis durant la colonisation. Au demeurant, c'est une question qui doit préoccuper les Africains et que nous suivons avec un intérêt particulier. Le deuxième point de ma réponse est lié aux réparations telles que nous les envisageons à la Cour. Les réparations sont prévues à l'article 27 du protocole qui dispose lorsqu'elle estime, c'est-à-dire la Cour, qu'il y a violation d'un droit de l'homme et des peuples. Encore la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de remédier à la situation, y compris le paiement d'une juste compensation ou l'octroi d'une réparation. Il résulte donc de ce texte que chaque fois que les violations sont constatées, la Cour ordonne des réparations qui sont de différents ordres, certes, mais qui ont pour but de réparer intégralement le préjudice subi. Les juristes qui m'entendent savent que je me réfère là au principe du droit. Tout à fait. Réparation in integrum. La question est si importante que le greffe de la Cour a publié en septembre 2019 une étude comparative sur le droit et la pratique des réparations en cas de violation des droits de l'homme. Cette précision étant faite, je dois préciser que les réparations peuvent revêtir plusieurs formes. Elles peuvent être pécuniaires ou non pécuniaires, le but visé étant de réparer intégralement le dommage subi par la victime des violations des droits de l'homme. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous, cher public. Merci pour votre fidélité à cette table ronde. Ça se passe exactement comme nous l'attendions, vraiment de vous. Grand silence absolu, oreille attentive. Merci à vous. Et j'espère que nous allons pouvoir continuer ainsi. Et retour donc au panel pour retrouver un professeur d'enseignement supérieur. Je nomme ici l'honorable Youssouf Z. Koulibaly qui va nous parler de la thématique impérative des réparations et des compensations et pistes d'action concrètes pour le Mali et l'Afrique. Honorable Koulibaly. Merci mon frère Dissa pour cette initiative noble. C'est une question tellement pertinente et fondamentale que ça mérite beaucoup de réflexion. Aujourd'hui, parler de la réparation nous amène à aborder beaucoup d'aspects. Je vais articuler mon intervention autour de 3 points. Le premier point concerne les modalités et les formes de cette réparation. Dans un second temps, la mise en œuvre. Comment la mise en œuvre va se faire. Et je terminerai par le fondement juridique, sur quoi nous nous basons pour demander la réparation. Déjà, pour les modalités et les formes de la réparation, on a beaucoup de formes et de modalités qu'on peut proposer, mais je retiens principalement 2. Les réparations financières et les réparations non financières. Donc pour les réparations financières, il est très difficile, comme mes prédécesseurs l'ont évoqué, de quantifier. Il est primordial que cela soit bien réfléchi et trouver des voies et moyens pour pouvoir demander la réparation et de quelle manière. Donc pour ce faire,
on peut introduire la notion de compensation parce qu'elle sonne mieux. Vous savez, en matière des actes posés par les États ou les individus, on a coutume de dire que tout acte engage la responsabilité civile et pénale de son auteur, action ou omission. Nous sommes face à l'action. Les actes ont été posés, on est d'accord, et il faut réparer. La notion de la réparation nous amène à voir cette question des victimes. Faudra-t-il les identifier? Faudra-t-il comprendre comment ces crimes ont été faits? Mais vous allez voir à la fin de mon intervention que le droit nous donne toutes les possibilités de comprendre comment il faut parler de la réparation, parce que lorsque un acte, une violation du droit est posée, il y a les sanctions qui doivent suivre normalement, et ces sanctions peuvent être pénales ou civiles. Et donc la réparation entre dans le cadre des sanctions civiles. Donc sur quoi nous allons peut-être voir. Donc pour les compensations accordées, on peut faire des propositions. Déjà pour les compensations financières, pourquoi ne pas réfléchir pour mettre en place un fonds de compensation dans lequel fonds peut-être que les États peuvent en bénéficier d'une manière ou d'une autre, ou même réfléchir sur les taxes qu'on peut introduire dans le cadre de notre collaboration, puisque nous sommes détenteurs des matières premières et que nous savions que ces États ont besoin de nous par rapport à beaucoup de choses. Pourquoi ne pas réfléchir à cela? Mais tout cela n'est possible que lorsque les actions que je vais évoquer après, si ces actions sont menées par nos États. Il y a aussi cette question d'identifier ce qui est réellement passé. Je peux vous évoquer par exemple le travail forcé. Combien de personnes ont été forcées de travailler sans salaire dans les conditions inhumaines? Il y a aussi les exactions, ceux qui n'acceptaient pas et ne respectaient pas ce que le maître disait, donc étaient sujets des exactions. Il y a aussi la spoliation des biens, des terres et même des objets. Et donc, ce sont les domaines sur lesquels ceux qui vont venir après peuvent réfléchir pour voir comment on peut peut-être trouver des voies et moyens pour pouvoir les recenser, ce qui existe aujourd'hui. Il y a cette question fondamentale de pillage de nos ressources naturelles. Vous savez que le continent africain, comme le doyen Tekete a dit, après la conférence de Berlin, a été divisé, partagé. Le mot partagé sonne mieux, partagé comme un gâteau, en fonction des besoins en termes de ressources naturelles et de matières premières. Donc, cela peut être la base de réflexion sur qui était où, dans quel espace, qui occupait quel espace, pour pouvoir faciliter le travail de fond que on va mener. Il y a aussi cette question de la restitution des œuvres d'art, des biens qui ont été pillés et ramenés souvent. Et d'ailleurs même, il y a le doyen Tekete vous expliquait de la colonisation ou de la déportation faite par les Arabes. Très récemment, il a été approuvé que le Mali même dispose de beaucoup de manuscrits anciens dans les bibliothèques de Marrakech, au Maroc, qui ont été pris dans nos universités de Tombouctou, les premières universités qui ont existé en la matière. Donc, toutes ces questions de restitution surtout peuvent être faites, mais d'une manière très bien réfléchie. Nous avons aussi cette question fondamentale
qu'on peut aussi introduire, il s'agit du financement de développement tout court. Et donc, le financement de développement peut se faire à travers ce fonds de compensation que on pourrait proposer ou exiger à ce que ce fonds soit mis en place, parce que en écoutant un peu le président de la Cour africaine des droits de l'homme, on comprend que les États africains ont conscience maintenant de l'importance. Faudra-t-il voir cette question de mise en œuvre, comment ça va se faire, puisque n'oubliez pas qu'on reste toujours divisé à travers nos intérêts. Et on est déjà acculturé et on est aussi possédé intellectuellement et mentalement par ceux à qui on va demander les compensations. Donc il y a, à travers ce fonds peut servir à construire des infrastructures, comme ça peut servir à aller dans l'éducation, la santé ou d'autres domaines qui intéressent la vie des Africains. Donc pour les questions c'est le deuxième sous-point, des réparations non financières. Donc, comme je l'ai dit tantôt, il faut impérativement que les objets d'art qui ont été spoliés soient restitués. Il le faut. Et ensuite, il faut aussi cette question fondamentale de la reconnaissance. La reconnaissance de la colonisation comme étant un crime contre l'humanité. Et d'ailleurs, même lorsque je vais aborder la partie du fondement juridique, vous allez voir que toutes les définitions concourent pour dire que la colonisation entre directement dans la catégorie des crimes contre l'humanité. Il y a aussi, à travers cette reconnaissance, on peut réfléchir à introduire l'enseignement de l'histoire, de cette histoire tragique dans nos écoles, et aussi réaliser déjà les musées ou un mémorial ou des mémoriaux dans les pays pour permettre aux générations futures de se souvenir et de comprendre et de prendre ça à bras le corps dans leur combat futur pour le développement du continent. Déjà, je vais peut-être réconforter le président du CNDH que cet aspect a été introduit lorsque moi-même j'étais en charge du vote de la loi sur l'agence pour la réparation des victimes. Donc pour vous dire que l'État contribue et déjà, d'ailleurs même on peut aussi s'inspirer de ce modèle du Mali parce que déjà dans ce texte fantastique, on a commencé à partir de 1960 pour les différentes périodes pendant lesquelles il y a eu des exactions ici au Mali. Donc les périodes sont bien identifiées et les victimes, certaines acceptent de s'exprimer, d'autres non, d'autres n'existent plus. Et donc toutes ces questions ont été déjà prises en charge. Donc on peut s'inspirer de cet exemple fantastique. Vous avez aussi ces questions fondamentales modernes qui existent aujourd'hui. Il s'agit du transfert de la technologie, par exemple, comme moyen de compensation. Donc on peut demander à ces États, lorsqu'ils sont identifiés, d'importer la technologie comme forme de compensation, permettre aux États d'être dotés de ces moyens technologiques pour leur développement. Mais une question fondamentale se pose, ce qui va m'amener sur le deuxième point, il s'agit de la mise en œuvre. Comment la mise en œuvre va se faire? Parce que c'est une question qui vient tout le temps, et vous êtes d'accord avec moi que lorsqu'il n'y a pas un État ou un catalyseur, donc cela va être dans les tiroirs, on va faire des conférences, surtout au niveau de l'Union africaine. Moi, je ne compte pas beaucoup sur ça, je vais le dire ici, parce que j'ai participé à beaucoup de rencontres
on comprend comment les choses fonctionnent là-bas. Et d'ailleurs, même nous sommes toujours qualifiés des États récalcitrants ou rebelles, parce qu'on n'est pas totalement d'accord avec tout ce qui se passe. Donc, pour la mise en œuvre, on pourrait peut-être, le Mali peut jouer un rôle fondamental de catalyseur, de leitmotiv, ou même du pionnier qui va proposer pour se mettre d'accord avec certains États qui ont les mêmes façons de voir que le Mali. En la matière aussi, la coopération entre les États africains sera de mise, parce qu'un seul État ne pourra pas avoir gain de cause dans une affaire comme celle-ci, parce qu'il s'agit des compensations financières, il s'agit de la reconnaissance, il s'agit aussi de dire que nous acceptions d'être des criminels et que nous étions des criminels. Et donc, ça va être très difficile. Donc, il faut la coopération entre les États. Maintenant, sur quoi nous allons nous baser juridiquement pour demander la compensation? En la matière, donc, nous avons les arsenaux juridiques. Sur le plan national même, on peut dire qu'ici, lorsqu'un crime est commis, donc, on applique notre législation nationale à la matière civile ou pénale. Et donc, on a déjà, et d'ailleurs, le dernier en date, nous venons de voter le code pénal et le code de procédure pénale, il n'y a même pas longtemps, donc avec les dispositions fantastiques sur la protection des droits de l'homme. Et nous avons aussi, au niveau régional, des dispositions législatives et juridiques qui peuvent nous permettre aussi d'évoquer les violations des droits de l'homme et de droit international humanitaire pendant cette période. Il s'agit bien évidemment, comme le président avait expliqué, de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981, qui dispose beaucoup de dispositions relatives à la protection de l'être humain. Nous avons maintenant, sur le plan international, qui nous réconforte parce que ces textes sont applicables à ceux qui sont coupables de ces crimes. Et il s'agit de toute cette panoplie des conventions internationales. Je commencerai par la convention, la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais bien avant, il y avait beaucoup de conventions. Lorsque les conflits s'éclatent entre les États, on appliquait déjà, il y a les conventions de La Haye, de 1919, qui s'appliquent à des situations de conflit. Alors que vous savez très bien que lorsque les colonisateurs venaient, ils ont retrouvé des résistances, et pendant lesquelles il y a eu vraiment des atrocités. Et ces choses-là sont connues, et nos historiens ne cessent de nous les compter, et donc on sait que cela existe. Deuxième chose, nous avons, à partir de 1945, nous avons, avec la Charte des Nations Unies, qui prend en compte tout ce qui concerne la violation des droits de l'homme, de son bien-être, de son développement socio, économique, culturel, etc. Et ensuite, nous allons en 1948, là où nous allons encore découvrir des textes fantastiques à travers les 4 conventions de Genève sur le droit international humanitaire et leurs protocoles additionnels qui protègent non seulement les individus, leurs biens, qui interdisent certaines pratiques lorsque vous envahissez les cités. Et cela a été fait ici, on le sait, la destruction des biens, des récoltes, l'empoisonnement des eaux potables ou la castration, tout cela, ce sont des pratiques inhumaines sur lesquelles on peut se baser pour aller, parce que les témoignages existent. Et donc, on peut se baser pour aller à la demande de la réparation. Il y a encore toutes ces conventions sur l'interdiction de la torture, l'interdiction
d'utilisation d'expériences biologiques ou bactériologiques sur les êtres humains pendant l'occupation. Vous avez aussi les textes de 1966 sur les droits sociaux, économiques et culturels qui sont vraiment très bafoués pendant la période indiquée. L'acculturation qui a été suivie, bien réfléchie, donc nous ramène au traité de Rome de 1998 dans ses articles 6 et suivants, et vous allez voir que ça va dépasser même le cadre des crimes contre l'humanité, entrer même dans le génocide, parce que tout simplement ça a été bien réfléchi, bien planifié, qu'on puisse effacer les mémoires des peuples, qu'on puisse faire de sorte qu'ils ne se développent pas, qu'on puisse les castrer pour qu'ils ne se reproduisent pas, etc. Donc lorsqu'il y a la réflexion, lorsqu'il y a une planification en la matière, donc on est dans ces différentes catégories. Et en dehors de cela, la dernière vocation qui existe dans la convention le traité sur la CPI, vous avez aussi les crimes d'agression. Tous nos peuples ont été agressés. Les territoires ont été agressés pour venir imposer leur façon de voir. Donc, cela va m'amener à donner, en termes de perspective, qu'est-ce qu'on peut faire. Peut-être, il faut créer un comité d'experts composé des historiens, des juristes, des économistes, pour pouvoir parler ou donner un contenu à la réparation et aux compensations que nous voulons. Peut-être on peut aussi réfléchir, voir dans quelle mesure on peut imposer, parce qu'il s'agit de cela, parce que si on le fait d'une manière très volontaire et volontariste, ça ne va jamais marcher. Et donc ce comité peut être composé des experts indépendamment de leur appartenance à l'Union africaine. Je le dis et je le réaffirme parce que déjà là-bas, les choses sont plus ou moins sous tutelle de quelqu'un, donc on va éviter cela. Je vais m'arrêter là en attendant. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci, honorable Youssouf Z. Koulibaly, président de la commission de l'administration territoriale, de la décentralisation, du culte et de la réconciliation nationale du CNT. Mesdames, Messieurs, nous allons passer à la communication suivante de la quantification et évaluation des dommages coloniaux au mécanisme de réparation financière et de restitution avec un économiste. Il est expert en finance de marché, vice-président de la commission défense du CNT. Je vous prie d'applaudir honorable Fouseynou Ouattara. Merci Robert Dussa. Je salue l'auguste auditoire, tous ceux qui sont venus nous écouter, qui vont nous écouter. Je salue aussi les panélistes. Et la colonisation fut un crime odieux. Aujourd'hui, on l'a reconnu officiellement. C'est une grande chose parce qu'avant, on n'en parlait même pas. On disait que c'était un bienfait et que c'était une mission civilisatrice. C'est ça qu'on nous a dit. Mais aujourd'hui, si on parle que c'est un crime, les coupables sont connus. Les victimes sont connues. Depuis l'accord de 1885, quand les Européens ont divisé l'Afrique, depuis ce temps-là, les coupables sont connus. On les connaît tous. Et il n'est pas question d'aller les chercher. Et même ils se désignent, ils se dénoncent. Je vais lire ici un passage d'un des présidents français
qui est plus éloquent que ce que je pourrais dire. Il s'agit de Jacques Chirac, peut-être l'un des derniers intellectuels parmi les présidents français. Jacques Chirac avoue ce qui suit. On oublie une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de... Excusez-moi. Vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup vient de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens. Je ne dis pas de générosité, mais de bon sens, de justice pour rendre aux Africains ce qu'on leur a appris. D'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou les difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le proche avenir. Je dirais que son aveu, c'est même de l'euphémisme. Parce que ce qu'ils nous ont volé, c'est difficile de le quantifier. Si on se souvient, en Afrique, nos sociétés étaient bien organisées. Le confrère du Sénégal a bien parlé des empires qui ont existé. Ces empires, nos royaumes et nos empires étaient bien organisés et ils avaient des systèmes de collecte d'impôts. Dans tous les palais de nos rois passés, il y avait des quantités inestimables d'or et d'objets d'art. Et c'est avec la colonisation que tout cela a été spolié. On les a confisqués et on les a réquisitionnés, on les a amenés en Europe. Parce qu'il faut reconnaître qu'au XIXe siècle, l'Europe était presque en faillite parce que l'Europe a connu beaucoup de guerres. Donc c'est l'appât du gain qui les a amenés. Ce n'est pas une mission de civilisation, c'était l'appât du gain qui les avait amenés en Afrique. Donc, c'est sur quoi ils sont basés d'abord, c'est de voir les pays, les royaumes et consorts qui étaient très riches. Donc ils sont venus, on nous a tout pris. Aujourd'hui, si on veut faire une estimation de tout ce qu'on nous a pris, il faut aller seulement voir au niveau du trésor de la France, par exemple, voir la quantité d'or qui est posée là-bas, qui est déposée là-bas. Et vous ferez une idée. Peut-être de 4800 tonnes d'or qui sont là-bas aujourd'hui, je peux vous dire aisément que les 2 tiers viennent de l'Afrique. Et ils ne les ont pas payés, ils les ont volés. La même chose en Angleterre, plus de 2000 tonnes d'or qui viennent d'Afrique aussi. Je ne parle pas du Portugal ou bien de l'Espagne et même de la Hollande. Tous ceux-ci se sont enrichis sur nos dos parce qu'ils ont commencé l'industrialisation avant nous. Quand on parle d'industrialisation, les matières premières, ceux-ci aussi nous a été pris gratuitement. Il y avait le travail forcé d'abord. Après, au Sénégal, à Dakar, les Français ont eu l'idée de créer une banque pour fabriquer une monnaie, ce qu'on dit une monnaie de change. C'est-à-dire que le papier, comme vous savez, la monnaie fiduciaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire un papier qu'on vous donne, vous mettez la confiance dedans que c'est de l'argent et on prend vos biens avec ça. Alors que ce papier-là n'a aucune valeur parce que le nominal qui est sur le papier ne correspond pas à sa valeur intrinsèque. Si on met que c'est 10 000 francs, le papier, si vous l'estimez que c'est 10 000 francs, c'est ça. Sinon, le papier même ne vaut pas 10 000 francs. C'est pourquoi on l'appelle la monnaie fiduciaire. Donc, en ce sens, ils nous ont tout pris. Ce qui fut grave, c'est lors des 2 grandes guerres. Comme effort de guerre, ils ont demandé aux pays africains, surtout la France, le Mali, le Sénégal, tous ceux qui étaient ces anciennes colonies, lors de la Deuxième Guerre mondiale, ils avaient le droit de confisquer les nourritures, les récoltes, tous les biens qu'ils pouvaient trouver, ils les ont confisqués comme effort de guerre. Donc c'est des choses qu'ils nous ont pris. Et encore, ils ont fait quoi? Ils nous ont enlevé les bras valides. Les bras valides, c'était surtout nos moyens de production. C'est eux qui cultivaient la terre, c'est eux qui s'occupaient de la chasse, c'est eux qui nourrissaient
les hommes et les femmes ici. Et c'est ça qui a amené les premières grandes famines en Afrique ici. Parce que tous les bras valides ont été amenés pour faire la guerre en Europe pour libérer la France du joug colonial et du joug nazi. Donc, si on veut estimer tout ce qu'on a perdu, il faut les classer en deux catégories. Ce qui est matériel et ce qui est immatériel. Aujourd'hui, comme mon collègue l'a dit, on doit mettre un comité d'experts pour pouvoir estimer d'abord tout ce qui a été confisqué, parce que je vous rappelle que si vous allez voir les archives à l'INA et consorts, il y a les livres, ceux qui ont été confisqués, ceux qui ont été réquisitionnés, il y en a qui sont bien classés par village, par région et par pays. Aujourd'hui, on peut remonter et voir tout ce qu'ils ont confisqué. Et au moment où ils ont l'esprit d'enregistrer ces confiscations-là. Avant, ils nous enlevaient cela seulement sans compensation. Mais comme ils ont vu que souvent la population, pour ne pas se révolter, ils ont créé des systèmes d'achat. Comment ils achetaient? C'est eux qui imposaient le prix. Je viens, vous avez de l'or, je vous dis que l'or là, même si ça vaut 1 million, je vous dis que non, ça vaut 500 francs et je l'achète. Ils viennent, ils voient les objets d'or, ils nous les enlèvent. Alors que ce sont nos patrimoines. Ces objets d'or ont des valeurs de culte. Et aujourd'hui, ces objets d'or sont déposés dans beaucoup de musées en Europe et même dans des musées particuliers. Il suffit de voir souvent les ventes aux enchères des agences telles que Christie. Quand vous voyez, ou bien Sotheby's, à combien coûte aujourd'hui une statuette ou bien d'autres objets d'or volés en Afrique, vous verrez que souvent ça part depuis $100 000 jusqu'à quelques millions de dollars. Donc tout ça sont nos biens qui sont confisqués là-bas et qu'on doit tout faire pour que ceci soit rapatrié. Donc si on résume d'une façon, nos pays aujourd'hui ont besoin de l'or qui nous a été enlevé. Ça quand même, on doit demander à ce qu'on nous les restitue. Et les objets d'art, parce que ce sont les mémoires surtout, qui sont dans ces objets d'art-là. Ils sont exposés dans les... Comme vous avez vu la fois passée, même pour restituer cela, ils essaient de créer des crises entre nos pays. Par exemple, il y a quelques années, ils ont restitué le sabre de El Hadj Oumar Tall. Ils l'ont dit comme ça, mais au fait, c'était le sabre de son fils qui était à Ségou. Ils ont pris ça à Ségou, mais ils ont restitué ça au Sénégal. C'était pour créer une tension comme ça. Mais heureusement, on a été plus intelligent, il n'y a pas eu de tension. Donc, ces objets d'art-là, si on leur dit de restituer, ils se disent, ah, si on va vous donner, vous n'êtes même pas capable de les sauvegarder, vous n'avez pas, comment dire, de lieux où les exposer, ils vont se perdre, ainsi de suite. Ou bien, quand ils les enlevaient, il n'y avait pas les frontières, comment dire là, qu'eux-mêmes ils ont délimité. Ils disent maintenant à qui rendent ces objets d'art. Donc tout ça sont des problèmes qui sont là. Aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est que si le comité d'experts se réunit, on peut aller voir les archives. Je pense qu'eux-mêmes, ils ne vont pas nous refuser cela. Et au niveau aussi de nos anciens ici, dans les villages consorts, il est temps maintenant qu'on puisse recenser, surtout là où il y avait le royaume, ainsi de suite, pour savoir ce qui a été enlevé, ce qui n'a pas été enlevé. À ce jour aussi, on peut le faire. Et surtout, le septel qu'on avait, c'est-à-dire que les bovins, ovins, caprins, comme je vous l'ai dit, lors de la Deuxième Guerre mondiale, tout ça nous a été enlevé. Donc, c'est nos biens. Aujourd'hui, je suis content qu'on soit réunis pour en parler. Donc, pour ne pas être trop long, je vous dis qu'aujourd'hui, ce qui est primordial, c'est de tout faire pour que ce qui est matériel puisse être rapatrié et ce qui n'est pas matériel, qu'on puisse. On ne peut pas estimer, c'est-à-dire que ces valeurs, mais quand même, on peut donner une orientation pour voir dans quel domaine on peut avoir des compensations dans ce sens. Donc,
Donc, c'était sur ça que je voulais appeler. Merci beaucoup. Merci. Merci, honorable Foussenou Ouattara. Il est vice-président de la commission défense du CNT, économiste, expert en finance de marché. Mesdames, Messieurs, avec votre permission, la dernière communication de cette table ronde porte sur les réparations coloniales, un impératif de justice pour le développement durable au Mali. Une communication qui sera faite par l'honorable Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun Aïdara. Il est titulaire d'un Master 2 en relations internationales et diplomatie, expert certifié en communication et diplomatie, membre du CNT. Il est le président de la commission du développement rural, de l'environnement et de l'assainissement. Honorable Ousmane Mohamed, que je vous demande d'applaudir, mesdames et messieurs. Merci, monsieur le modérateur, cher frère Dissa. Toutes mes félicitations pour Yuri Communication d'avoir initié ce travail qui s'inscrit dans un processus longtemps très attendu par les Maliens, par les Sahéliens, par les Africains. Nous allons apporter notre modeste contribution à l'évolution et à l'enrichissement du processus de réflexion, de recherche pour une solution juste en faveur des victimes de la colonisation, qu'elles soient des personnes, des communautés ou des États, dans la perspective de réparation des crimes coloniaux. Comme la thématique qui m'a été imputée parle du développement, vous savez, le développement, c'est un peu transversal. Il faut toucher à un certain nombre d'aspects, y compris des aspects historiques que mes prédécesseurs, panélistes, ont évoqués. Il arrive un moment dans l'histoire, et parfois de l'humanité tout entière, où la vérité doit être dite, non pour diviser, mais pour construire. Et je crois que nous sommes à ce moment-là. Ce moment-là est arrivé. Pendant plusieurs siècles, des millions d'hommes, de femmes, d'enfants ont été arrachés à leur terre, à leur langue, à leur humanité, réduits à l'état de marchandises, ça a été dit par mes prédécesseurs, déshumanisés. On a même parlé de castration ici, au nom du profit, justifié au nom d'idéologies perverses et même très perverses. L'esclavage transatlantique, la traite orientale, puis la colonisation ont laissé derrière eux des sociétés fracturées, des cultures humiliées, des mémoires blessées. Et pourtant, ces crimes ont longtemps été niés, tués ou relativisés sous les prétextes fallacieux que les victimes n'ont rien réclamé. En effet, il y a lieu de préciser sans embâche que contrairement à cette opinion qui dit que les victimes n'ont rien réclamé, de tout le temps, depuis les fameuses indépendances, des voix se sont élevées, que ce soit des associations, que ce soit des simples cadres, que ce soit même des ministres courageux, sont élevés pour dénoncer ces crimes, pour dire qu'il faut qu'il y ait réparation. Il y a eu ces personnes qui ont pris sur elles le courage de dénoncer, même si c'était face à des leaders et à des responsables qui n'entendent pas parce qu'on perd d'entendre à cause du contexte. En effet, cela a été détaillé dans plusieurs rapports. Plusieurs chercheurs, plusieurs hommes courageux ont écrit cette situation douloureuse. Les professeurs ont parlé des époques avant la colonisation. Il y avait eu la traite, il y avait la période des Arabes. Après, il y a eu la colonisation.
Après, il y a eu la période post-coloniale. Mais malgré pour nous la fin de la colonisation, entre guillemets, en réalité, la colonisation a continué sous d'autres formes. Et c'est là, il ne faut jamais l'oublier. Dans la période contemporaine, la colonisation a continué, mais de façon intelligente. On ne la sent pas, mais nous la vivons, et souvent même très gravement. Je disais, pourtant, malgré tous ces efforts, de ceux qui réclament, de ceux qui se révoltent, de ceux qui dénoncent, y compris les bourreaux. L'honorable Fousseini a cité le cas de l'ancien chef d'État français qui reconnaît partie des crimes. D'autres comme eux reconnaissent. Mais ils les disent courageusement parce que pour eux, nous n'avons aucune possibilité d'aboutir à une réparation. Parce que nous sommes bloqués quelque part. Ils nous le disent les yeux, dans les yeux qu'effectivement, nous sommes leurs victimes. Ils nous ont humiliés, ils nous ont spoliés, ils nous ont tout pris. Ils le disent courageusement parce que pour eux, on ne va jamais arriver à une étape où on sera en mesure de faire payer tout ça. Nous sommes déjà leurs choses. Et malheureusement, ça a été le cas. Nous n'avons pas eu le courage d'affronter cette situation. Ces crimes historiques n'ont suscité que peu d'intérêt de la part des organisations internationales, qu'elles soient étatiques et non étatiques. C'est vrai, à partir des années 2013, il y a des initiatives avec la CARICOM, la CANARC, l'ANARC. À partir de 2013, et récemment en 2020, l'Union africaine s'est intéressée à la question pour créer une commission qui s'occupe de ces questions. Mais cette commission ne fait que parler seulement. En réalité, selon mon analyse personnelle, toutes ces organisations que je viens de citer, parce que vous voyez, ont été, dans African Future Lab, ont été créées tout simplement parce qu'ils commencent à se dire, attention, si ces gens-là commencent à dénoncer, si ces gens-là commencent à dire que nous avons souffert, nous avons le droit de réparation, tôt ou tard, ils vont mettre en place des institutions et des organisations fortes. Donc prenons les devants, créons à leur place des organisations entre guillemets qui prétendent travailler pour l'atteinte des objectifs de réparation, mais qui dans les faits, en réalité, c'est pour stagner. C'est pour ne pas bouger. C'est ça la réalité. Et malheureusement, c'est dans cet état d'esprit que l'Union africaine a été créée. Quand l'Union africaine a été créée, et après la CEDEAO et toutes les autres dans les autres Afriques, Australie et autres, quand elles ont été créées, on pensait qu'effectivement, c'est une union pour mutualiser nos efforts